Alors bonjour à tous, nous allons débuter ce webinaire. Donc le webinaire Troubles du spectre autistique, comment adapter l'accueil et l'accompagnement dans la pratique sportive. Donc aujourd'hui nous avons plusieurs intervenantes. Florine Berthaud et Clémentine Germont qui vont nous expliquer qu'est-ce que c'est le trouble du spectre autistique et comment elles adaptent les séances au sein de l'établissement dans lequel elles travaillent. Elles vous en parleront tout à l'heure. Et Delphine Pierre qui va nous expliquer au sein de sa pratique comment elle adapte aussi les séances à ce public. Euh, et du coup, nous sommes co-portrices de ce webinaire, donc le CROSS et le CPSF. Donc Emmanuel, je te laisse la parole. Oui, bonjour, merci Ambre. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux intervenantes aussi de nous présenter ce sujet euh, important. Euh, Peut-être juste dire Comité paralympique et sportif français. Donc je suis maintenant plusieurs. On connaît un petit peu les missions du Comité paralympique sur le territoire. Mais je suis sur la région, je fais du lien entre tous les acteurs pour développer la pratique, euh, toutes disciplines confondues, des personnes en situation de handicap. Donc, je fais du lien avec tous les acteurs qui entourent les personnes en situation de handicap. Je te passe la main. Eh ben, je vais laisser la parole à nos premières intervenantes, Florine et Clémentine. Je vous en prie. Merci, bonjour à tous. Donc, déjà, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Florine Berthaud, je suis la responsable du coup des dispositifs en milieu ordinaire de César Autisme Cher et je suis aussi psychologue. Et moi, je suis Clémentine Germont du CASAS sportive au sein de César Autisme. Donc aujourd'hui, on va faire l'intervention en fait en deux temps. Donc je vais moi faire la première partie pour vous présenter un petit peu ce que sont les TSA et un petit peu les points de vigilance dans l'accompagnement. Et Clémentine après rentrera dans le détail de l'organisation en fait de séances de sport avec les personnes avec TSA. Ce qu'on vous propose du coup, c'est de partager un PowerPoint avec vous pour avoir un support. C'est un support que vous pourrez avoir. Il y a des éléments qui ne seront pas forcément dits pendant la présentation, mais qui nous semblaient importants en tout cas de vous communiquer. Donc, on va faire le partage d'écran. Voilà. Est-ce que tout le monde voit bien? Super. Alors du coup, ce qu'on vous propose dans l'intervention, voilà. C'est du coup au niveau du sommaire. Donc, vous parlez un petit peu voilà, des TSA, le fonctionnement au niveau cérébral pour que vous compreniez bien ce qui se passe, les particularités des personnes avec TSA, vous donner des petites pistes en termes d'accompagnement et parler un petit peu des comportements défis. Et après, sur la deuxième partie, Clémentine s'attardera à vous parler de l'accueil en séance de sport, l'accompagnement pendant la séance et finir par une petite conclusion. Du coup, sur la partie des TSA, est-ce que vous voyez là l'écran quand je défile ou pas? Oui, c'est bon, parfait. Donc, les TSA, donc troubles du spectre de l'autisme, ça fait partie en fait de ce qu'on appelle les TND. Donc, ce sont les troubles du neurodéveloppement, au même titre que les troubles de la communication, les troubles du développement intellectuel, les troubles moteurs, apprentissage, le trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Voilà, tout ça, c'est la grande famille aujourd'hui qu'on appelle des TND. Donc, les TSA sont intégrés dans les TND. Le TSA, du coup, quand on fait le diagnostic de TSA, on parle de diade autistique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux critères en fait diagnostiques qui entrent en ligne de compte. Donc le premier, c'est le déficit de la communication et des interactions sociales. Donc c'est-à-dire la difficulté dans l'échange, dans la communication entre la personne avec TSA et une autre personne, la difficulté en termes de compréhension du langage aussi non verbal, dans le développement des relations, etc. Je vais rentrer un peu plus dans le détail après. Et le deuxième point, du coup, c'est ce qu'on appelle les caractères restreints et répétitifs. Donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui peuvent avoir des centres d'intérêt qui sont très ciblés, un peu de type obsessionnel sans que ça le soit forcément, mais en tout cas, c'est très centré sur des choses en particulier et avec un besoin important de pouvoir répéter les choses, répéter les choses. Voilà, je le fais très court, mais c'est un petit peu ça dans la diade. Ce qu'on sait aujourd'hui par rapport au TSA, c'est qu'aujourd'hui, ça représente environ une naissance sur 100 à une naissance sur 150.
D'accord? Donc, ça fait quand même un pourcentage de la population qui est très important, qui présente un TSA. Les signes, ils sont visibles dès le plus jeune âge, puisqu'en fait, le diagnostic, il peut se poser dès l'âge de 18 à 24 mois aujourd'hui. Et ce qu'on sait, en fait, c'est que ça se produit, ça je vais vous redire après, mais en fait, c'est vraiment pendant la grossesse qu'il y a un développement qui se fait d'une autre manière. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête aussi, c'est que quand vous avez en face de vous une personne avec TSA, potentiellement, elle peut avoir aussi un autre trouble du neurodéveloppement. Par exemple, nous, dans les établissements que l'on a, on a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont un trouble de la déficience intellectuelle associé aussi. Il peut y avoir aussi des troubles secondaires qui ne sont pas des troubles du neurodéveloppement, mais qui peuvent être des troubles, par exemple, digestifs, au niveau du sommeil, des troubles anxieux, des troubles psychiques. Voilà, ils sont sujets à tout autre trouble, comme tout à chacun. Donc, c'est important d'avoir ça en tête quand on accompagne ces personnes-là. Ce qu'il faut savoir, ce que je vais redire après, c'est que c'est un développement qui se fait par un apprentissage qui est particulier. Donc, ce n'est pas tout à fait la même manière d'apprendre que pour nous. Et ça, c'est important de l'avoir en tête quand on met en place des séances pour leur faire apprendre des choses, justement. Aujourd'hui, on a un diagnostic qui est mieux fait, qui est fait beaucoup plus tôt, justement de manière beaucoup plus précoce. Et donc, ce sont des enfants qui grandissent et qui apprennent, ils franchissent toutes les étapes du développement comme tout à chacun, mais d'une autre manière et à leur propre rythme. Donc, ça veut pas, ils peuvent tous apprendre, il n'y a pas de difficulté à tout âge, mais du coup, c'est très différent en fonction de chaque personne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'environ 70% des personnes avec TSA ont des difficultés cognitives qui vont persister en fait à l'âge adulte. Donc, il faut prendre en compte aussi dans leur accompagnement. Et ce qui est très important, c'est de comprendre que l'autisme, du coup, ce n'est pas du tout une maladie, mais c'est bien un handicap. D'accord? Donc, ça ne se guérit pas. Voilà. C'est un handicap dès la naissance. En fait, les personnes sont autistes dès la naissance, puisque ça se passe pendant la grossesse. Et voilà. Et du coup, ça représente un défi éducatif pour les parents et pour les proches tout au long de leur vie. Alors là, c'était juste des petits référentiels qu'on vous a mis, du coup, parce que ce sont des petites phrases qu'on entend régulièrement, avec des idées un peu reçues d'enfants qui seraient mal élevés, que les parents ne mettent pas assez de cadre. Du coup, on peut dire que ce sont des personnes qui ne ressentent pas les émotions, qu'on préfère les laisser à l'écart, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas, c'est juste qu'en fait, ils ont un fonctionnement qui est très différent du nôtre. Par exemple, au niveau des émotions, ils ressentent beaucoup d'émotions. Par contre, ils les perçoivent et les identifient d'une autre manière que nous. Parfois, c'est difficile pour eux d'identifier même les émotions, de les nommer, et ils ont des difficultés à les gérer. Donc, ils ressentent des émotions. Par contre, la manière de les gérer va être très différente. C'est pareil sur l'empathie, c'est une autre façon de percevoir les autres. Parfois, on dit souvent, ah mais il est égoïste, etc. C'est pas une notion d'égoïsme, c'est simplement qu'en fait, eux, dans leur vision des choses et leur perception du monde, en fait, ils sont centrés sur eux. Non pas parce qu'ils ne veulent pas intégrer d'autres personnes ou leur environnement, mais c'est parce qu'ils se développent de cette manière-là et qu'ils ont ce besoin-là de penser à eux. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés par les autres. Voilà. Ce qui se passe au niveau du cerveau, parce que c'est vraiment au niveau du cerveau qu'il y a un fonctionnement qui est très différent. C'est-à-dire que les zones, en fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites. Et ce qui a été observé, c'est qu'en fait, les zones qui se développent au niveau du cerveau ne le font pas de la même manière. C'est-à-dire que nous, dans notre propre développement, quand on est enfant, on a des zones spécifiques qui vont se créer. C'est-à-dire qu'on a la zone du langage, par exemple, qui est identifiée au niveau du cerveau à un endroit particulier. Chez les personnes avec TSA, ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs systèmes. Soit il y a des zones qui ne sont pas activées, ce qui fait que, par exemple, il y a des personnes qui ne parlent pas. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas la capacité à parler, c'est qu'en fait, au niveau du cerveau, cette fonction-là ne s'est pas activée. Il peut y avoir des zones qui sont activées, mais de manière très peu. Et il y a aussi un autre système, c'est-à-dire que pour une même fonction, en fait, il y a plein de zones du cerveau qui s'activent. Ce qui veut bien dire que quand la personne reçoit un message, en fait, le message, il va passer par plein de zones au niveau du cerveau. Donc, ça va mettre beaucoup de temps pour être analysé et pour pouvoir apporter une réponse. Donc, c'est un apprentissage qui est très particulier, qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'aménagement aussi. Du coup, ils peuvent arriver au même résultat que nous sur des choses, mais ils ont des stratégies qui sont différentes. Je vous donne un exemple d'un adulte. Je me souviens d'une fois où je lui avais demandé par quel chemin il allait aller pour aller à tel endroit. Moi, je me suis dit, il va me dire le chemin le plus court, qui paraît plus court, où il y aura moins d'obstacles au niveau de l'environnement, etc. Pas du tout. Il a pris un chemin qui est extrêmement long, mais par contre, son chemin à lui permettait de ne pas être envahi par les voitures, par éventuellement des gens qui pourraient marcher, qui pourraient être à vélo, etc. En fait, il a pensé le chemin par rapport à ses propres besoins à lui en termes sensoriels. Ça, je vais revenir après. Donc, il va arriver au même endroit. Par contre, il ne va pas utiliser la même stratégie. Et ça, c'est important de l'avoir en tête parce que sur des séances de sport,
Parfois, vous dites, bah, je vais lui apprendre de telle manière et ça va fonctionner. Mais en fait, la personne que vous allez avoir en face de vous, peut-être qu'elle va réussir à aboutir au même résultat que vous. Par contre, elle ne va pas faire le même cheminement et faire les mêmes actions. Donc parfois, c'est aussi la personne faire ou comprendre, elle, sa stratégie et sa manière de raisonner pour pouvoir ensuite intervenir. Ça, c'est très important d'avoir. Ils ont ce qu'on appelle, je vous l'ai mis parce que c'est une notion qui est importante, un défaut de cohérence centrale. La cohérence centrale, en fait, c'est le fait de comprendre l'environnement, d'associer, en fait, d'analyser la situation dans sa globalité. Les personnes avec TSA, ils ont ce qu'on appelle une analyse analytique, c'est-à-dire qu'ils ont une analyse des détails. Quand ils arrivent dans un endroit, dans une pièce, peu importe si c'est un gymnase, imaginons, en fait, ils vont observer plein de détails dans la pièce. Tous ces petits détails, leur cerveau va essayer de les associer pour faire une image globale. Parfois, l'image globale, elle n'arrive jamais. Donc, il y a plein de détails qui restent. Ça, c'est des choses qui sont très compliquées pour eux. Parce que du coup, moi, je donne l'exemple, dans mon bureau, par exemple, j'avais un miroir. Quand on pense à un miroir, souvent, on peut l'associer à la pièce, à une salle de bain. Alors que pas du tout. Donc, il faut toujours avoir en tête, ça c'est Clémentine qui va insister après là-dessus, sur l'installation du matériel d'un gymnase, par exemple, en séance, c'est très important de laisser du matériel qui va parler de lui-même pour faire comprendre à la personne ce qui va se passer pendant la séance. Parce que sinon, ils vont chercher des petits détails, donc ils vont s'attarder sur un bout de, je sais pas moi, de rideau, sur un pot qui traîne à tel endroit. Il suffit que vous ayez laissé un matériel qui ne correspond pas à la séance que vous allez proposer. Ça peut les perturber et fausser la compréhension de l'environnement dans lequel ils sont. Faire un petit focus du coup sur le traitement de l'information sensorielle. Vous le savez, on a des sens qui sont exogènes, donc qui sont très connus, et on a aussi les sens endogènes donc au niveau de notre propre corps. Chez les personnes avec TSA, toutes ces informations au niveau des perceptions sensorielles sont traitées d'une autre manière, et de manière très particulière. C'est-à-dire que, ce que je vous disais tout à l'heure, quand ils reçoivent une information, normalement l'information, elle est traitée par une zone de notre cerveau qui ensuite influe une réponse au niveau corporel souvent. Sauf que chez les personnes avec TSA, il y a un trouble de ce qu'on appelle la modulation sensorielle, justement qui permet de traiter ces informations sensorielles. Ce qui se passe chez les personnes avec TSA, c'est qu'en fait, toutes les informations sensorielles qui arrivent, qu'elles soient du corps ou de l'extérieur, sont traitées exactement au même niveau. C'est-à-dire que là, par exemple, si je vous raconte ce qui se passe autour de nous, potentiellement, il y a de la luminosité, il y a des voitures qui passent à côté, il peut y avoir des gens qui parlent. Mon cerveau, moi, il fait abstraction de tout ça pour me concentrer que sur une seule chose. Le cerveau, chez des personnes avec TSA, ne peut pas filtrer toutes ces informations-là. Donc, tout est analysé de la même manière et au même niveau. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est ce qu'on appelle en fait la surcharge sensorielle. C'est-à-dire qu'il y a trop d'informations. C'est comme si on vous parlait et qu'en même temps on mettait de la musique et qu'il y avait des gens qui vous parlaient en même temps, que vous aviez 3 conversations en même temps. Vous ajoutez plein de bruit, il y a de la lumière, il y a une lumière qui clignote par exemple, des choses comme ça. Au bout d'un moment, ça va vous fatiguer, sauf que eux, c'est ça en permanence. Donc, ils ont vraiment trop d'informations. Donc, ça, c'est quelque chose de très important à avoir en tête. Il faut vraiment limiter et se concentrer que sur la consigne que vous voulez donner et limiter toutes les autres stimulations autour. Donc, je vous avais mis, on verra si on a le temps, mais je vous avais mis un petit lien vers une vidéo sur la surcharge sensorielle pour que vous compreniez ce que c'est. On verra après s'il y a le temps. Sur l'accompagnement, au niveau des pistes, vous donner quelques pistes. Ce qui est essentiel d'avoir en tête, c'est qu'il y a 3 types de guidance, ce qu'on appelle la guidance physique, la guidance visuelle et la guidance verbale. Je pense que vous le faites tous instinctivement, sans toujours savoir que vous le faites comme ça. La guidance physique, c'est-à-dire que vous intervenez, vous, physiquement, pour guider la personne dans l'action. Ça peut être une guidance qu'on appelle totale, c'est-à-dire que vous guidez de A à Z, en fait, l'action avec la personne. Ou vous pouvez être dans une guidance physique partielle, c'est-à-dire que vous allez initier, par exemple, un mouvement et vous allez pouvoir vous retirer ensuite. Ça, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien et du coup, qui vous permettent, dans un apprentissage aussi, de pouvoir vous retirer facilement. C'est-à-dire qu'au départ, si vous accompagnez toute l'action, à un moment donné, vous allez pouvoir vous retirer pour que la personne, elle fasse toute seule. La guidance visuelle, on utilise beaucoup de pointage. Ou on peut utiliser des supports visuels, par exemple des outils pour indiquer les consignes qui sont à suivre. Et la guidance verbale, c'est le fait de parler. La difficulté avec la guidance verbale, c'est qu'il faut faire attention à ce que la personne qui est en face de vous ait bien la capacité à comprendre les termes que vous utilisez. Et c'est plus difficile, si vous voulez lui apprendre quelque chose, de retirer du verbal, parce que soit on parle, soit on ne parle pas. Donc, et je vous rappelle du coup le traitement de l'information. Si vous parlez à la personne et qu'en même temps vous lui montrez une action et qu'il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte, ça peut être difficile pour la personne de se concentrer et de comprendre ce que vous êtes en train de lui dire.
Donc, il faut être vraiment vigilant à ça et utiliser le langage verbal que quand c'est nécessaire. Ce qui est très important, c'est d'observer les particularités de la personne que vous avez en face de vous. C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui apprécie pas trop, par exemple, le contact tactile ou qui a besoin d'une certaine distance, il faut savoir à quelle distance il faut vous positionner et à quel endroit il faut vous mettre. Est-ce que je me mets plutôt à côté, en face, en diagonale? Ou si c'est à l'inverse, quelqu'un qui a besoin du contact tactile pour se rassurer. Mais du coup, c'est important de savoir tout ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment adapter aussi l'environnement. Ce que je vous disais par rapport aux particularités sensorielles, le fait d'éviter des lumières, le fait d'éviter les bruits, le fait de laisser trop de matériel qui est apparent parce que sinon la personne ne pourra pas se concentrer sur ce que vous lui demandez, et vraiment d'organiser les séances en les séquençant avec des activités qui peuvent être différentes. Et ça, c'est Clémentine qui va vous en parler après. Dans votre posture à vous, ce qu'il faut, c'est être vraiment disponible pour la personne. Parce que du coup, ça vous demande beaucoup de patience parce qu'ils ont tout à apprendre et que l'apprentissage est fait de manière très répétée. C'est-à-dire que dans l'apprentissage ordinaire, quand on montre à l'enfant une, deux fois, trois fois l'action, en général, l'enfant arrive à le reproduire tout seul très rapidement. Avec les personnes avec TSA, ce n'est pas forcément le cas. Vous allez parfois le répéter 50 fois avant que la personne ait acquis le comportement. Et elle peut l'avoir acquis dans un contexte, mais pas forcément dans un autre, parce que le contexte aura changé. Donc, ce ne seront pas les mêmes éléments. C'est important de le comprendre aussi. Ils ont besoin d'avoir une certaine contenance, c'est-à-dire qu'on est rassurant auprès d'eux et on est sécurisant. Donc, on a toujours une parole qui est rassurante. Et notre présence physique à nous est rassurante aussi. Il faut éviter tout ce qui va être mimique et expression des émotions, parce que du coup, ils sont attentifs à ça. Ils les perçoivent, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne se sent pas bien, qui va être triste, qui va être en colère, ils vont le percevoir, mais pas forcément savoir quoi en faire. Donc, n'hésitez pas à mettre des mots sur ce qui se passe pendant la séance. Et les mimiques, pourquoi? Parce qu'en fait, ils vont chercher à identifier. Là, vous voyez, je fais des gestes, mais c'est pour insister. Si vous faites ça en séance, pour eux, ça a vocation de communication. Donc, ils vont essayer de comprendre ce que vous voulez dire avec vos mains, par exemple, ou avec vos émotions, vos mimiques au niveau du visage. Sauf que ce n'est pas forcément le discours que vous voulez leur tenir. Dans la communication, ce qui est important de faire, c'est de faire des phrases qui sont très courtes. Parfois, on n'utilise qu'un seul ou deux mots. Du coup, avec du pointage pour faciliter la compréhension de la consigne aussi. Ne donner qu'une seule consigne à la fois. Pourquoi? Parce que le temps que l'information elle soit traitée, encore une fois, par le cerveau, il faut laisser le temps à la personne d'intégrer et de pouvoir y répondre. Donc, si vous donnez deux consignes à la fois, la personne, ça peut aussi créer de l'angoisse, qui peut générer aussi des troubles du comportement derrière. Donc, vraiment, prendre le temps de donner une seule consigne et d'attendre pour voir si la personne a bien compris aussi. Ne pas hésiter à reformuler de notre manière quand vous voyez que la personne ne se met pas en action ou semble ne pas avoir compris ce que vous avez dit. Ne pas hésiter à réutiliser d'autres mots, peut-être. Ou si lui demander si elle a compris. Faire attention du coup à la posture, c'est-à-dire comment vous vous positionnez aussi, le ton que vous utilisez. D'essayer d'avoir un ton un peu neutre, mais plutôt enjoué aussi. Et de pas hésiter à utiliser des outils visuels avec eux. Parce qu'en fait, ils perçoivent beaucoup mieux, ils comprennent beaucoup mieux tout ce qui est visuel plutôt que tout ce qui est verbal. Donc, si vous avez des consignes parfois à donner ou des apprentissages à travailler avec eux, vraiment le fait d'utiliser des outils visuels, des petites images, des photos, du matériel, de l'action à produire, en fait, ce sera plus facile pour eux à comprendre et du coup à mettre en œuvre. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est bien à nous adapter à eux et non pas l'inverse. Parce que ça leur demande beaucoup trop d'énergie et qu'ils ont déjà beaucoup trop d'informations à traiter. Donc, c'est vraiment nous qui devons adapter à la fois l'environnement, la séance et notre posture. Un petit point du coup sur les comportements défis, qu'on appelle les comportements défis. Donc, on peut l'appeler comportement inadapté, trouble du comportement, tout ça, ce sont les mêmes choses. Ce qu'il faut savoir quand vous faites face à un comportement qui est plutôt inadapté, il y a des questions à se poser tout simplement. Les premières questions, c'est de savoir s'il y a un besoin primaire. Est-ce que la personne a soif? Est-ce que la personne a besoin de se reposer? Est-ce qu'elle a besoin d'aller aux toilettes? Parfois, c'est juste ça. Hein. Ça déclenche un trouble de comportement qui peut être important, mais on est juste là-dessus. Est-ce que la personne a une difficulté somatique? Donc, est-ce qu'elle a mal quelque part éventuellement? Est-ce qu'il y a des éléments dans l'environnement qui peut la gêner? Est-ce qu'il y a eu un bruit, par exemple? Est-ce qu'il y a une lumière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle? Il peut y avoir plein de choses qui peuvent gêner la personne et qui peuvent déclencher ce genre de réaction. Est-ce qu'il y a des émotions particulières qui sont ressenties, qui ne sont pas identifiées ou qui sont mal gérées? Donc, c'est à vous d'accompagner aussi là-dessus. Et parfois, c'est simplement notre posture à nous, c'est-à-dire que si on se met trop près d'une personne, on peut déclencher une réaction. La demande aussi, si on a une demande qui est trop complexe et que la personne n'a pas compris ce que l'on demande, ça peut la mettre aussi à mal et ça peut déclencher des troubles du comportement.
Dans ce cas-là, ce qui est important de faire, du coup, c'est de mettre des mots sur les émotions que vous observez chez la personne. Le dire, par exemple, là, j'ai l'impression que du coup, tu es en colère ou qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Mettez des mots, en fait, sur ce que vous voyez pour que la personne puisse réagir et que vous puissiez répondre de la bonne manière à ce que vous observez. Rassurer sur votre présence aussi, c'est très important. Montrer que vous êtes là et que la personne peut compter sur vous. N'hésitez pas à proposer un petit temps, ça, je pense que Clémentine vous le dira aussi, mais pendant la séance, si vous voyez que la personne n'est plus disponible, de lui proposer en fait un temps où elle peut se retirer un petit peu du groupe pour s'apaiser un petit peu et revenir ensuite quand elle sera disponible. Il vaut mieux couper quelques minutes plutôt que de maintenir quelqu'un en séance au risque de le mettre à mal et de déclencher des troubles. Et du coup, de vous mettre aussi en difficulté et de mettre le reste du groupe aussi en difficulté. Ne pas hésiter aussi à faire diversion. Donc, il faut vraiment faire beaucoup d'humour aussi. Tout de suite, quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, essayez tout de suite de proposer autre chose. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, en fait, il faut avoir vraiment une boîte à outils. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous allez chercher autre chose, vous essayez tout de suite autre chose. Ça, c'est très important. Il ne faut pas hésiter à le faire vraiment tout de suite. Voilà. Et ce qu'il faut avoir en tête par rapport aux troubles du comportement, c'est que systématiquement, un trouble du comportement a une fonction. Donc, c'est à vous d'essayer de comprendre en fait la fonction du comportement. Est-ce que la personne veut communiquer avec vous? Est-ce que la personne reçoit un mal-être, une émotion importante? Il faut comprendre en fait ce qui se passe à ce moment-là pour que votre réponse elle soit adaptée. Parce que si jamais votre réponse ne répond pas aux besoins de la personne, en fait, ça risque de majorer le trouble du comportement, voire d'en déclencher d'autres. Donc ça, c'est très important d'essayer de comprendre ce qui peut se passer, ce qui a pu gêner la personne. Parce que parfois, c'est juste un objet qui n'est pas positionné au bon endroit et la personne ne comprend pas pourquoi l'objet est là. Ça peut aller jusqu'aux détails. Quand on vous dit qu'ils sont très attentifs aux détails, nous, on ne l'est pas. Donc, il y a des choses qu'on ne perçoit pas dans l'environnement, mais qui, pour eux, ont une importance très, très énorme. D'accord? Très grande. En petite conclusion de cette partie, je suis dans le timing, c'est bon. Du coup, il faut toujours avoir en tête que votre accompagnement, il est individualisé. Même si vous êtes dans un groupe, il faut toujours considérer la personne de manière individuelle que vous avez en face de vous, avec son propre fonctionnement et ses propres particularités. Donc forcément, vous allez adapter le contenu aussi en fonction de chacun et des besoins. D'identifier les difficultés aussi qu'ils ont chacun pour pouvoir aussi intervenir, mais aussi voir tous les atouts et les points forts qu'ils ont pour pouvoir développer justement toute leur potentialité. D'adapter du coup l'accompagnement et votre posture professionnelle au fonctionnement de la personne que vous avez en face de vous. C'est-à-dire que ce que vous faites avec une personne, vous n'allez pas forcément pouvoir le refaire avec une autre personne. Et ce n'est pas grave et c'est normal. Justement, c'est comme ça que vous allez pouvoir individualiser les choses. Bien prévoir toujours l'aménagement de votre séance, à la fois en termes d'environnement, mais en termes de contenu aussi, avoir beaucoup de souplesse. C'est Clémentine va pouvoir dire après comment gérer les séances. Et du coup, de bien penser à l'environnement par rapport aux particularités sensorielles. Donc, soyez attentifs aussi à la luminosité, à l'aspect du sol, parce que parfois, quand il y a des transitions entre différentes matières, si vous mettez des tapis, des choses comme ça, pour certaines personnes, en fait, vous avez l'impression qu'elle ne fait pas l'action, qu'elle n'a pas compris ce qu'il y avait à faire, alors que c'est simplement qu'il y a un obstacle à franchir qui peut la mettre en difficulté. Parce que ce n'est pas le même niveau, ce n'est pas la même matière, et c'est des choses qui peuvent les mettre vraiment en difficulté. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que du coup, la personne avec TSA, elle franchit toutes les étapes du développement, mais vraiment à son rythme et d'une autre manière. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Donc les mêmes capacités, il n'y a pas de raison que les personnes ne puissent pas faire les choses. Vous appuyez sur les parents aussi, si des enfants que vous accompagnez ou des professionnels, parce que ce sont les parents les premiers experts de leur enfant. Donc prenez-les vraiment en compte et écoutez aussi les parents sur des choses qui se passent à la maison, même si des choses qui se passent à la maison ne vont pas se passer en séance de sport et inversement, c'est normal, ça fait partie du TSA. C'est-à-dire que ce qui se passe dans un contexte, la personne, elle le développe dans ce contexte-là et elle l'apprend à un endroit, mais vu que le contexte, par exemple, à la maison ne sera pas le même, la personne n'est pas forcément capable de transférer tout de suite la capacité. Et ça, c'est normal, ça fait partie du TSA, c'est pas lié à une mauvaise volonté de la personne. Surtout pas. Faites-vous confiance, parce que ça, c'est très important. Donc, il faut vraiment vous faire confiance dans ce que vous proposez, de vos adaptations aussi, permanence. Faites confiance à la personne que vous accompagnez, que ce soit des enfants ou des adultes. Fiez-vous à vous, appuyez-vous sur eux aussi, sur leurs réactions. Donc, observez-les. C'est-à-dire que si vous avez des personnes qui ne sont pas en capacité de verbaliser, ils s'expriment par leur corps. Donc, quand vous posez des questions, en fait, ils vont forcément réagir. Donc, essayez d'observer sur des petits détails pour pouvoir, vous, adapter ensuite votre accompagnement. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi, des conseils, des informations auprès de professionnels qui ont déjà pratiqué auprès de personnes avec TSA dans le sport ou autre. Nous, on reste des professionnels ressources aussi. Appuyez-vous sur les équipes de professionnels quand les enfants, par exemple, les adultes sont accompagnés par des professionnels.
Et n'ayez pas peur de ce que vous ressentez aussi. Il y a des moments parce que vous avez des émotions, parce que parfois il y a des choses qui peuvent nous énerver un peu, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. C'est normal, ne restez pas avec ça, essayez de mettre des mots, d'en discuter avec d'autres personnes aussi, pour ne pas rester avec ça. Je vous ai mis des petits liens du coup vers des petites vidéos. Alors, il y en a qui sont plus enfantines, mais c'est peu enfantines, c'est-à-dire que ce sont des enfants en fait qui sont sur les vidéos, dans le sens où ça permet d'expliquer un peu ce que le TSA. Et vous verrez, il y a 2 vidéos du coup sur vraiment l'information sensorielle. C'est-à-dire que c'est sur la surcharge sensorielle pour vous rendre compte en fait de ce que peut ressentir une personne avec TSA. Ça ne veut pas dire que tout le monde ressent ça, mais c'est une petite expérience en immersion. Je vous conseille, si vous voulez les regarder, de mettre le son assez fort pour que vous vous rendiez compte justement de l'envahissement. Vous allez rencontrer vous pendant 2 minutes. Ça dure 2 minutes les vidéos, alors que eux, c'est en permanence 24 heures sur 24. Voilà. Je ne sais pas si on est dans le timing. On est bien. On verra après pour les vidéos. C'est noté. Donc je vais laisser la parole du coup à Clémentine qui va maintenant vous parler vraiment de l'accueil et de l'accompagnement pendant les séances de sport. Florine vous a déjà bien parlé de tout un panel de choses, donc je vais essayer de reprendre vraiment sur ce que je fais moi en séance, parce que c'est ce que je peux vous parler, je pense, le mieux. Donc, au niveau de l'accueil, en fait, avant les séances, il y a certaines personnes, c'est plus facile d'avoir déjà mis beaucoup de matériel. J'avais un jeune, par exemple, lui, il aimait bien ranger. Donc, je mettais beaucoup de matériel, on rangeait, et après, on sortait une autre activité, on repartait sur autre chose. Voilà. Donc, si vous avez possibilité de préparer avant, ça pour certains, ça peut être vraiment efficace. Après, si vous n'avez pas la possibilité ou si ce n'est pas pertinent avec vos adultes, préparez avec eux, expliquez-leur ce que vous allez faire, pourquoi vous préparez ça, demandez-leur de l'aide, ils aiment bien nous aider aussi des fois. Ou des fois, ils en ont une à faire. Enfin, voilà. Essayez vraiment de voir ce qui peut les intéresser, en fait, pour qu'ils adhèrent à vous et à votre séance, à ce que vous proposez. Et ne soyez pas frustrés si vous n'avez pas eu le temps de préparer comme vous le souhaitez. Tant pis, ils sont là, on repart voilà, au moment où on est et on ne pense pas à ce qu'on a pu oublier ou ne pas faire avant. Maintenant, on est là et on y va. Donc, des fois, quand on a préparé avant ou quand voilà, on finit de préparer, ça permet de structurer des fois plusieurs espaces. Comme ça, vous passez vite d'une activité à une autre et vous savez où vous allez aller. Et s'il y a une situation qui ne va pas, vous pouvez changer assez rapidement. Donc, ça peut être aussi apaisant pour vous. Ça permet aussi voilà, d'anticiper les besoins, c'est-à-dire que si vous avez une personne voilà, qui qui peut être frustrée, qui peut s'agacer sur votre premier exercice, vous pouvez prévoir aussi un endroit avec un tapis où identifier comme étant un endroit calme, un endroit où il y a un petit peu moins de lumière, un endroit où il peut voilà, s'extirper les autres en regardant, ou carrément, nous on a un vestiaire, et quand il y a un groupe qui peut être bruyant et quelqu'un qui ne supporte pas le bruit, il peut aller dans le vestiaire, voilà, on peut l'accompagner, lui demander s'il veut de la lumière ou pas aussi, parce que des fois, de ne pas avoir lumière, ça apaise, mais ça fait un peu bizarre pour nous de mettre quelqu'un dans un vestiaire sans lumière aussi. Donc, il faut que, voilà, laisser la porte ouverte pour pouvoir lui dire aussi, reviens quand toi, tu le sens et je reviendrai te voir. Voilà, il ne faut pas hésiter en fait, à avoir une idée de ça, et après, on n'est pas parfait. Des fois, on a la bonne réaction, des fois, on n'a pas, mais c'est vrai que si on a réfléchi à, tiens, cet endroit-là, ça pourrait être sympa, on peut tester. Et ça nous permet d'être disponible aussi à toute action ou toute réaction en face. Pendant l'accueil, ce qui est important en fait au moment de les accueillir, c'est vraiment d'être souriant, leur dire qu'on est prêt à se mettre en action avec eux, qu'on va faire l'activité physique avec eux. C'est important qu'ils nous sentent en fait aussi près que eux devraient l'être, je trouve, parce que du coup, ils savent pourquoi ils viennent. En général, on essaye de les préparer en avance, ils ont un emploi du temps. Mais surtout les premières fois, c'est quand même une découverte d'énormément de choses. Et comme disait Florine tout à l'heure, ils regardent plein de choses. Des fois, dans le gymnase, j'ai un petit bout de papier par terre. Faut le mettre à la poubelle avant de dire bonjour parce que c'est ce qui est fixé. Mais il faut quand même prendre le temps, du coup, de les laisser faire à ce moment-là, si c'est important pour eux, pour après leur dire bonjour et passer un instant avec chacun, en fait, pour dire bonjour à chacun, pour leur donner de l'importance à tous, parce qu'ils sont complètement différents. Et même la personne qui ne nous répond pas ou qui s'en va, qu'on lui dit bonjour, parce que ça arrive régulièrement, c'est pas grave. Nous, on lui a dit bonjour, on a considéré qu'elle était là, et ça, je trouve ça super important, parce qu'en fait, c'est le début de la relation. Et on en a besoin de la relation pour les intéresser
à ce que nous, on va leur proposer, en fait, parce que des fois, ils ne sont pas non plus motivés. Et en fait, le fait que on leur donne de l'intérêt, bah, ça va leur suffire à pratiquer, même plus que d'autres qui vont être motivés, au final. Si on peut se mettre assez rapidement en action, donc dire bonjour, prendre un petit temps, mais quand même se mettre assez rapidement en action en laissant, en essayant d'être au maximum tout le groupe en action. Donc, c'est pas toujours facile. Il y en a qui vont arriver plus vite, d'autres moins vite. Donc, prévoir une activité qui n'est pas forcément trop courte pour que ceux qui sont plus longs viennent au moins faire. Souvent, je commence par des passes, des échanges. Et les premiers, voilà, je commence avec eux, on incite les autres. S'il y en a 2, 3 qui peuvent continuer tout seuls, on peut aller rechercher les derniers qui ont un peu plus de mal à venir. Et du coup, qu'à la fin comme un échauffement, en fin de compte, on puisse avoir tout le monde et que tout le monde se soit intéressé à l'activité. Et ce qu'on peut répéter en fait dans toutes les actions qu'on va proposer, parce qu'il y en aura toujours sur certaines qui vont être plus longues et moins longues. Donc, pas prévoir des choses trop courtes. Et en même temps, si ça ne va pas, ce que disait tout à l'heure Florine, changer quand même d'activité. Tant pis, il n'a pas eu le temps. Peut-être il l'a déjà vu. Peut-être que la prochaine fois, il fera. Il ne faut pas être frustré. Moi, je trouve ça c'est très, très dur pour les éducateurs sportifs sur le temps effectif de travail qu'ils vont avoir. Vraiment se dire, voilà, là, il a découvert, il ne s'est pas intéressé, il n'est pas venu le faire, mais peut-être qu'il a regardé, peut-être qu'il y a un truc qui l'a intéressé, que la prochaine fois, je vais pouvoir faire quelque chose avec lui et qu'il va avoir envie. Bah, s'il a envie, alors là, on a tout gagné. Enfin, voilà, c'est ne pas se fixer sur il doit absolument faire et le mettre en difficulté, du coup se mettre en difficulté, du coup la fois d'après, on sera encore en difficulté. Il n'a pas fait cette fois-ci, il a vu, on lui explique un petit peu, on lui montre, les autres leur montrent comment ils font et déjà, surtout quand c'est les premières fois, c'est déjà pas mal. Donc après, il y a des choses qu'on doit un petit peu imposer pour essayer de structurer la séance et le groupe et que tout le monde s'intègre. Et des fois, quand on peut avoir le choix, par exemple, des fois, on met qu'un ballon pour que tout le monde soit, on nomme la personne, comme ça, on a plus de chances d'avoir une bonne réception, une bonne action, un bon lancer. Et après, si ce jour-là, ils ont envie de sortir plein de ballons, bah, pourquoi pas? Et puis après, on peut recadrer, on peut enlever un ballon par un ballon pour revenir à ce qu'on voulait au début, de faire des bonnes passes, des bons lancers, des bonnes réceptions et d'identifier celui avec qui on va lancer, etc. Voilà, j'ai tout dit déjà. Donc oui, si on peut avoir bien sûr le maximum de gens en action, alors c'est pour ça que s'il y a des professionnels d'un établissement qui peuvent rester avec vous, plus on est nombreux, plus la séance elle va être efficace et dans le partage et on aura le maximum d'efficacité sur notre séance. Après, si on n'est pas nombreux, pareil, on fait comme on peut, on essaye de mettre le maximum de gens en action. Et après, il ne faut pas hésiter à individualiser ce que disait Florine, c'est-à-dire que on a plein de gens en action, on a lancé notre activité et on essaye d'améliorer à chacun son mouvement ou la manière dont il fait ou trouver avec lui comment on peut faire mieux. Et à ce moment-là, il y a peut-être, on va perdre quelques personnes parce que on est en train d'individualiser, donc on leur donne moins d'intérêt ou il y a quelque chose qui s'est passé qu'on n'a pas vu. Ça peut arriver, mais c'est important aussi de passer du collectif à l'individuel le plus régulièrement possible. Et des fois, il y a des pairs qui s'aident entre eux. Donc ça, c'est pareil, si on peut jouer là-dessus, ça met en valeur celui qui peut aider. Et du coup, on a des super interactions qui peuvent naître à ce moment-là, qui peuvent, dans la vie quotidienne, être compliquées et qui, nous, par le biais du sport, juste en faisant des passes, c'est des choses extraordinaires qui peuvent arriver. Et on peut mettre des déplacements avec, qu'on ne pourra pas mettre, par exemple, dans un match à côté. On ne pourra pas avoir les déplacements et les passes, alors que sur quelque chose de décomposé, d'identifié, on va pouvoir le faire. Et si on peut le faire en plus avec un père aidant, même en accompagnant à côté, et si après ils prennent cette habitude-là, on peut s'occuper aussi de ceux qui sont un petit peu plus en difficulté à ce moment-là. Donc n'hésitez pas à simplifier pour eux, à décomposer, pour simplifier pour vous et avoir le temps d'aller en individuel. Et après, les parties collectives qui ne sont pas forcément les plus évidentes à gérer, enfin les plus. C'est pas là où vous aurez les meilleures actions, mais en même temps, c'est super important aussi, donc pas hésiter à alterner. Donc, comme elle a dit tout à l'heure, Florine, si vous pouvez donner une consigne par une consigne pour avoir le moins de consignes possible et vraiment évoluer une par une pour voir quelle consigne fonctionne, quelle consigne ne fonctionne pas, à quel moment vous allez devoir, pas passer par le verbal, mais montrer
il y a beaucoup, enfin, des fois, je dis, on est à 200% pour qu'eux, ils soient à 100%. On essaye vraiment de faire la consigne verbale. Pour nous, c'est celle qu'on va le donner le plus facilement. Mais n'hésitez pas à refaire après, sans forcément parler. Je vous montrais, par exemple, qu'on avait fait avec le volleyball. Quand vous ne voulez pas qu'il réceptionne et après il renvoie, vous faites juste des petites passes sur vos mains et après ils comprennent qu'il doit retaper derrière. Bon, des fois ça va vite, des fois c'est très très long, hein. Mais voilà, n'hésitez pas, une consigne verbale que vous allez donner simplement, essayez de leur remontrer derrière et après tester et voilà, trouver des solutions avec eux. Et des fois ça va arriver tout seul. Reprenez la solution qu'ils peuvent avoir trouvée, ça peut aider quelqu'un d'autre aussi. N'hésitez pas à essayer des trucs, même incongrus des fois, et rigoler comme ça avec eux, et détendre les choses pour des fois rien qu'apaiser en rigolant et relancer après, quoi. Au niveau de la concentration, ça peut aider. Donc voilà, démonstration guidée, plus ou moins en fonction de s'ils aiment la proximité ou pas, leurs besoins aussi. Avoir votre présent. Il y a besoin, par exemple, de regarder alors que la personne ne regarde pas. Vous savez que la réception ne va pas être bonne, alors que des fois, elle est capable de le faire et même d'avoir des réactions rapides. Donc, n'hésitez pas à couper les choses. Si vous pouvez un peu différer sur les passes, bah forcément plus des passes coches que des passes directes, mais il y en a qui sont capables de faire les passes directes. Donc, il faut essayer. Ça marche pas. Après, la force qu'ils mettent aussi, essayer de moduler en fonction des uns des autres. Entre celui qui reçoit aussi la passe, qui n'aime pas les passes directes, pas forcément le mettre du coup avec celui qui aime bien lancer le ballon directement. Voilà, essayer de trouver les groupes qui fonctionnent bien, comment vous pouvez organiser. Et ça, c'est un gros travail de réflexion où vous ne penserez forcément pas à tout. Et vous n'aurez pas toujours les bonnes postures. Des fois, vous allez essayer un truc, ça sera génial. Et des fois, vous allez abandonner en disant c'est pas possible. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui va arriver, quoi. Donc, comme disait Florine, faites-vous confiance parce que c'est la première chose pour qu'ils vous fassent confiance et qu'ils voient que vous êtes là pour eux, quoi. Bon, parfait. Donc, du coup, ce qui, moi, je trouve, permet de faire une séance où à la fin, on se dit, oui, on a bien travaillé, on a fait plein de choses différentes, diversifier, ça leur permet de s'apaiser, de passer d'une chose à une autre, un exercice qu'on n'arrive pas à quelque chose qu'on arrive mieux. On est tous pareils, hein. Il y a des choses qu'on arrive très très bien et des choses où on ne sait pas, on n'y arrive pas. Donc, le permettre de diversifier et changer souvent d'activité, ça permet de s'apaiser, des fois d'avoir une petite frustration, d'essayer de la gérer, mais de passer quand même à autre chose. Voilà, ils voient qu'on essaye d'animer la séance et de garder leur motivation, leur concentration. Et après, rien n'empêche de revenir toujours si vous avez quelque chose vraiment très important pour votre activité. Vous faites l'activité qui vous paraît importante. Le groupe commence à se désintéresser, vous faites autre chose et vous revenez après sur votre activité, vous refaites encore autre chose. Ça peut être que des activités qui s'alternent si ça fonctionne bien. Il n'y a pas de souci sur revenir plusieurs fois sur les choses, à moins que vous sentiez la frustration qui augmente énormément. Ils sont capables de revenir et du coup, ça leur fait une pause et vous réaccédez à eux. S'asseoir, rien que faire une activité que vous voulez faire debout, la faire assise, ça leur fait aussi une pause. Après, voilà, du coup, vous êtes obligé de prévoir beaucoup de choses dans votre tête des fois. Et il n'y a rien qui va se passer comme prévu sur votre séance que vous aurez écrit sur un papier. Bah, tant pis, vous barrez, vous remettez ce que vous... Enfin, moi, c'est ce que je fais après mes séances, je remarque ce que j'ai fait. Et après, ça vous permet, vous, de réfléchir à ce que vous allez organiser derrière, à tester d'autres choses que vous n'auriez pas pensé, à simplifier ou complexifier des fois pour certaines personnes ou pour certaines choses. Voilà, il y a des choses improbables qui peuvent arriver, hein. Rester ouvert à tout ce qui peut se passer parce que c'est eux qui ont la solution. Nous, on leur propose, on essaye de développer chez eux le maximum de choses, mais c'est ce que disait Florine tout à l'heure, il faut vraiment, si ça sort d'eux, ça sera 10 fois plus efficace que tout ce qu'on pourra leur proposer. Donc, voilà, soyez vraiment le plus possible observateur, mais en même temps, des fois, soyez avec eux et vous aussi, vous ne verrez pas tout ce qui se passe autour, vous verrez que ce qui se passe à ce moment-là, mais c'est peut-être ça qui est important. Et voilà, ne soyez pas vous aussi frustrés par ne pas avoir vu, ne pas avoir fait quelque chose. Et si l'objectif, on n'arrive pas à l'atteindre, mais qu'on cherche toujours à l'atteindre, c'est aussi, voilà, c'est l'apprentissage, ça fait partie dans le sport. On ne peut pas arriver à tout faire, on ne sont pas tous champions du monde.
On cherchait la solution ensemble, alternée avec des consignes, des exemples le plus simple possible. Si vous pouvez différer que l'action, enfin, quand on lance un ballon, c'est toujours plus facile de lancer un ballon léger qui va mettre du temps à arriver ou un ballon de baudruche, par exemple, plutôt qu'une balle de bowling, la lancer, la récupérer ou un medicine ball. Après, par contre, au niveau du poids des medicine ball, ils ont de la force extraordinaire. Donc, il ne faut pas hésiter aussi si ils n'arrivent pas à répéter. Moi, je vois, il y a des jeunes, il y a des mouvements qui sont importants, mais j'arrive pas à leur faire répéter plusieurs fois. C'est pas possible, ou je vois que le mouvement il est pas bon, donc j'ai peur voilà, de leur faire un mal. Donc du coup, ce que je fais, on prend un poids, même si on n'a pas de medicine ball, hein, et puis on va répéter le même mouvement, mais on va le faire que 3 fois, mais avec un poids par exemple de 2 kilos, je me dis voilà, ça fait presque comme si on avait fait 6 fois. Et puis on s'arrête à 3, ils sont contents de passer à autre chose, puis on y revient après. Donc voilà, essayez de trouver des petites techniques qui vous permettent qu'ils n'aient pas l'impression de faire une activité d'une demi-heure, mais une activité de 2 minutes. Et en fait, vous le répétez 15 fois et vous aurez votre activité d'une demi-heure où vous mettez un petit peu de poids, donc vous pouvez réduire un petit peu. Voilà, des petites astuces comme ça qui vous conviennent et qui font que pour vous, ils travaillent bien et que vous êtes content d'eux et que du coup, vous pouvez vous juste, quand on les complimente, ça a aussi beaucoup d'effets. N'hésitez pas à les motiver, à leur dire attention, ça c'est super bien, c'est vraiment ce que j'attendais parce que des fois, nous, ils font ce qu'on attend, on est super contents, mais en fait, ils ne le comprennent pas. Et du coup, ils ne vont pas le reproduire. Donc, n'hésitez pas aussi à les féliciter sur ce que vous voulez retrouver derrière. En fait, facilitez vos travail. Tu as super bien réussi à ça, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien. Et est-ce qu'on peut recommencer? Et on recommencera peut-être pas beaucoup, ça sera peut-être qu'à la séance d'après, ou ça sera peut-être que 3 séances après, et on ne comprend pas parce qu'on a envie de refaire la même chose et il a été capable de le faire. Mais voilà, n'hésitez pas à les féliciter pour qu'ils identifient ce que vous attendez d'eux sur un truc qu'ils ont réussi. Pareil, dans la répétition, ils aiment bien quand les choses se répètent. Donc, si vous avez un échauffement que vous voulez garder à chaque séance, pas de souci. Si vous avez des étirements repos à la fin, ou juste une petite transition de 2 activités, un mot ou un geste ou quelque chose, ou juste refaire des passes entre chaque activité. N'hésitez pas si ça peut vous servir, vous, à structurer votre séance, à savoir où vous en êtes, ou vous laissez un petit peu de temps pour préparer quelque chose d'autre, ou réfléchir, ou discuter avec les professionnels pour voir comment mieux organiser au mieux, parce qu'on ne peut pas tout prévoir, c'est impossible. Et puis bien sûr, le plaisir, hein, c'est le plus important. Si vous arrivez à leur donner plaisir, ils vont forcément agir davantage que si vous êtes toujours dans la contrainte, hein. Ça ne sera pas du tout la même réaction que vous aurez, hein. Donc, toujours pareil, un petit peu d'individuel pour le faire plaisir. Après, remettre dans le collectif, il y en a que ça leur fait énormément plaisir. Vous allez identifier quelques activités qu'ils préfèrent. Donc, n'hésitez pas, quand il y en a, ils décrochent à faire leurs activités qui eux, leur donnent du plaisir pour vraiment rebondir là-dessus, que ça soit simple, que ça soit qu'ils soient en réussite aussi rapidement ou même dès le début. Ça leur permet aussi voilà, de cette notion de plaisir, les complimenter, les encourager, à part si ça les trouble. Mais il ne faut pas hésiter voilà, à dépasser les frustrations avec eux si on peut, c'est génial. Et puis s'ils n'y arrivent pas, si c'est trop long, si vous leur dites encore 2 ou 3 fois. Et puis s'ils arrivent à faire les 2 ou 3 fois, vous êtes, on est super content parce que ils ont dépassé le temps et des fois ils font encore plus en fait que ce qu'on attend. Donc conserver une bonne relation avec eux pour voilà, avec le plaisir, vous allez avoir une bonne relation, vous avez le temps d'observer, de réagir, de les questionner si ça ne va pas, d'arrêter si ça ne va pas, de voir s'ils vont bien, qu'est-ce qui s'est passé, de leur demander pour comprendre et pour pouvoir bien réagir, voilà, et que les autres comprennent aussi en fait autour. N'hésitez pas à poser des questions aux accompagnants qui sont là au quotidien et des fois il y a des parallèles qu'on ne peut pas faire si on n'a pas et trouver des solutions voilà, pour qu'ils se détendent, pour qu'ils soient dans le bien-être et que du coup, vous arrivez à faire votre activité physique. S'ils se détendent, ils sont bien-être dans le physique, vous aurez une relation et vous aurez du coup en face ce qu'ils peuvent faire avec ce que vous leur proposez.
Euh, Ils aiment aider, ils aiment être aidés des fois non. Voilà, consigne simple, toujours se comprendre, stopper si vraiment il y a quelque chose qui ne va pas, lui dire stop, on arrête, là, il y a quelque chose que j'ai pas compris, questionner, essayer s'ils sont fatigués de s'asseoir ou de faire quelque chose de plus statique. S'ils ont une douleur, c'est pareil, les questionner, essayer de prévenir s'il y a un problème. Et les frustrations, bah, si ce jour-là, ça va pas, ne pas chercher à les dépasser. Si ça va bien et qu'on peut aller un petit peu plus loin, prévoyez quand même quelque chose qu'ils aiment derrière. Et puis, si c'est au niveau du temps, donc oui, n'hésitez pas à leur décompter le temps. Ou si vous avez un timer, des fois les professionnels ont un timer qui décompte le temps de la séance, vous mettez à 1 heure et ça décompte. Mais si vous leur dites aussi, là, il reste une demi-heure, là, il reste 15 minutes, ah, c'est bientôt fini. On aura peut-être à peine le temps de tout faire. Et voilà, n'hésitez pas à partager avec eux ce que vous ressentez et pour qu'ils fassent la même chose et que vous compreniez. Donc du coup, là, voilà, la conclusion, ça reprend un petit peu tout ça, hein. Si vous avez des espaces, vous savez comment pour mieux réagir, les accueillir, bien sûr, au début. S'adapter, c'est en permanence. Si vous suivez le fil de votre séance, super. Si vous ne pouvez pas, bah, c'est pas grave. Vous reverrez ça tranquillement au calme pour revenir à la prochaine séance. D'être attentif à tout ce qui peut les perturber, essayer de les limiter ou de, voilà, de faire en fonction. Voilà, c'est un petit peu papier par terre, bah, tant pis, on l'accompagne à la poubelle, on lui montre où c'est, et puis on fait attention qu'il revienne. Voilà. Et après, il peut faire ça en autonomie. Les temps de transition, bah oui, des fois, on ne peut pas les écourter, hein, ça fait partie de la séance, hein. Donc anticiper tout ce qu'on peut pour les accompagner eux tout au long de la séance, individuellement ou collectivement, encourager donc toujours pour qu'ils aient plaisir à être avec nous et faire leur séance à eux. Et ben, bien sûr, hein, ça se ressemble jamais. Et puis bah, profitez au maximum de ce qu'ils peuvent vous apporter et de ce que vous pouvez leur apporter. C'est bon pour nous. Merci à vous deux. Euh, Au vu du timing, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse toutes les questions à la fin. Donc on va laisser la parole à Delphine. Je vous remercie vraiment toutes les deux pour cette intervention qui était très riche. Et Delphine, je te laisse la parole. Ah, d'accord, super. Merci. Donc, bonjour. Donc, moi, je suis Delphine. Je suis enseignante en activité physique adaptée. Je suis coach aviron handicap, éducatrice sport adapté. Et j'enseigne aussi à la fac de sport, donc avec des L3 APA. Euh, moi, je voulais vous parler donc du côté associatif, donc dans un club, comment ça se passe. Euh, donc, je dirais tout ce qui a été dit avant, effectivement, c'est tout ce que normalement je suis censée faire et je fais, j'espère. Euh, voilà, j'apporte au maximum des réponses adaptées à mes différents publics. Donc, j'accueille des personnes avec TSA, mais aussi des personnes déficientes intellectuelles, donc qui ont d'autres TND, donc tout ce qui est dyslexie, dyspraxie. Euh, voilà. Après, il y a la trisomie, enfin, les trisomies. Donc, voilà. Toutes ces personnes sont avec nous en activité physique adaptée pour le para-aviron adapté. Donc, les séances, en fait, comment elles s'organisent pour nous, tout dépend de l'âge aussi de la personne qui va participer, puisque je prends des tout petits. Le plus petit que j'ai eu, il avait 2 ans. Donc, c'est en activité physique adaptée, évidemment. Je ne vais pas lui proposer tout de suite monter sur un bateau. Mais par contre, voilà, on fait tout ce qui est au niveau de la motricité. Donc, le travail sur l'environnement, sur son corps, sur rien que la marche. Pour lui, c'était déjà extraordinaire. Euh, voilà, donc après, c'est souvent en individuel quand c'est des enfants, ou dans un premier temps, à partir de donc les tout petits. euh, Et après, au fur et à mesure, suivant euh, les apprentissages, suivant si on a eu avec les parents tout le travail qui peut être fait au niveau des habiletés sociales, au niveau de la compréhension des consignes et sur tout ce qu'on peut demander à l'intérieur d'un club. Euh, donc après, on peut estimer qu'on peut les mettre entre guillemets en mini-groupe. Donc on passe par deux
puis après à 3, et après, ça sera vraiment le groupe selon les niveaux d'apprentissage et de compétences. Donc là, ce jeu-là, je l'utilise vraiment tout le temps, quasiment tout le temps, que peu importe l'âge à laquelle je le fais. Alors effectivement, avec les tout petits, c'est plutôt vraiment de leur montrer, et c'est moi qui fais plutôt que c'est eux, ou autrement, je suis en guidance totale et je leur montre vraiment tout ce qu'il y a à faire, surtout dans les zones du toucher. Donc il y a le toucher au niveau de la tête, la main, il y a le pied, le coude. Donc voilà. Après, tous les publics avec qui je pratique adorent ce jeu. Donc, ça permet de voir un peu s'ils ont compris, connaissent tous tous les verbes opposés, comme là, voilà, le dessus, dessous. Donc là, comme ici, on passe en dessous et on passer au-dessus. Il y a les actions comme les talons-fesses, montée de genoux, ce qu'on fait dans beaucoup de séances en activité physique adaptée. Voilà, le fait de courir. Voilà, donc ça, c'est des choses que je propose régulièrement dans les séances et pour tout type de personnes. Après, quand il s'agit de l'aviron, euh, pour les différents publics, parce que tous ne sont pas au même stade. Là, c'est pour les personnes qui sont euh, en performance. Donc, j'accompagne des personnes qui, au niveau national. Et donc, ça, c'est l'ancien modèle donc, de séquence que je leur propose pour améliorer, leur permettre d'avoir une certaine autonomie dans leur séance. Euh, Effectivement, là, je vous dirais que ça se fait au fur et à mesure. Tous ne peuvent pas, dès le départ, prendre le séquentiel et puis se lancer en autonomie. Donc, on y va, on passe par 1, 2, 3, et je le fais avec eux. Après, suivant si l'enfant, l'ado ou l'adulte a un TSA sans déficience intellectuelle, et ben après, lui, pour le coup, celui que j'ai en tout cas, hein, aura une facilité pour pouvoir lire, comprendre tout ce qui est schéma, et comprendra aussi au niveau des répétitions. Donc après, effectivement, l'attention sera surtout mise sur sa représentation de son corps par rapport à l'exercice à exécuter. Donc, pour ne pas qu'il se mette, lui, en danger, ou qu'il exécute mal l'exercice et que, bah, au bout du compte, il se fasse mal. Après, là, voilà, je vous ai tout mis d'un bloc, mais effectivement, ça, c'est pas possible. Euh, on y va au fur et à mesure. Donc, par exemple, quand on est en bateau, quand on arrive à ce stade de l'apprentissage en para-aviron adapté, alors effectivement, euh, là, je vais vous dire comme ça, euh, même un enfant peut aller sur l'eau tant qu'il aura appris à nager. Et ça, je reviendrai juste après. Donc après, pour arriver en bateau, il y a des choses à savoir faire et à acquérir. Donc là, comme par exemple le porter de ses pelles, il faut emmener ses pelles jusqu'en bas au niveau de là où il y a l'eau, et les mettre dans une certaine position. Il faut penser à prendre sa bouteille pour l'emmener en bas. Comme je vous dis, effectivement, on y va par étapes. Là, je vous ai tout mis, mais c'est pas possible. On apprend, et une fois que effectivement une certaine autonomie et l'apprentissage a été fait, on peut se dire que cette fiche-là, ça arrive dans la plupart de mes groupes. On en arrive justement à la dernière fiche qui est là. Donc, c'est savoir monter sur son bateau et se mettre en position de sécurité. Donc, quand on en est là, c'est qu'on a déjà bien travaillé. Après, ce que je peux vous proposer aussi, c'est que quand on est dans le club d'aviron, ça c'est donc un tableau de communication. Il a été validé donc par une association qui propose justement des formations sur
les tableaux de communication, sur la communication en général. Euh, ce tableau-là va être mis en place dans le club à différents endroits. Donc, ça sera du clubhouse au vestiaire, dans la salle d'échauffement, au niveau du tank à ramer et au niveau des bateaux. Bien entendu, le, le schéma va rester le même. Et après, dans ces zones-là, dans ces zones sur les côtés, ça va être vraiment des choses bien spécifiques qui pourraient se produire. Par exemple, dans un vestiaire, ça va être de savoir faire ses lacets. Si on peut lui faire ses lacets, par exemple, si on peut l'aider pour remplir sa gourde. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Quand on est dans le clubhouse, par exemple, ça sera vraiment insister sur le bruit. S'il y a trop de bruit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je peux aller justement dans le vestiaire pour pouvoir m'isoler? Voilà. Après, bah, c'est quand on va sur l'eau, c'est quelle va être aussi la tenue à adapter quand on va sur l'eau, s'il fait beau, s'il fait froid. Parce que en aviron, quand on va sur l'eau, même s'il fait froid, on va sur l'eau. Et même quand il pleut. Et ça aussi, c'est un travail qu'on doit faire avec eux en amont, puisque tous n'apprécient pas d'être mouillés. Alors, il y a le fait d'aller à la piscine et après être mouillé par la pluie, c'est souvent pas terrible. J'accompagne les jeunes, donc, enfin les jeunes, ils ne sont pas tous jeunes, mais quand on est en championnat, donc on part sur des week-ends. Donc là, c'est le faire la vaisselle. Euh, donc là, je disais que j'ai un des adultes, d'ailleurs, c'est le plus âgé que j'ai en compétition. Lui, il a 35 ans. Il est autiste non-verbal. Alors, non-verbal, il essaye, en tout cas. Il a été diagnostiqué comme ça, mais au fur et à mesure, son diagnostic n'a pas été renouvelé. Et sauf que maintenant, il arrive à constituer pas mal de phrases. Donc là, on essaye vraiment de pouvoir lui permettre, quand on est en week-end, euh, de pouvoir être autonome et de ne pas avoir à nous demander sans cesse euh, ce qu'il doit faire, comment il doit faire. Donc ça, je ne l'ai pas encore fini. Donc c'est vraiment pour faire la vaisselle. Donc voilà, il aura à chaque fois j'en ai plusieurs pour la valise, en fait, je les mets aux endroits qui correspondent. Et puis bah, après, en fait, ils n'ont plus qu'à regarder et ils le font d'eux-mêmes. En fait, après, je suis toujours là pour pouvoir les accompagner au mieux dans leur démarche. Comme je vous disais tout à l'heure, pour pouvoir faire de l'aviron, il faut savoir nager. Donc, j'accompagne également les rameurs, futurs rameurs, à la piscine parce que je ne mets pas une personne qui ne sait pas nager, qui n'a pas l'attestation sur un bateau. Donc, j'accompagne les futurs rameurs donc à la piscine. Et donc, au niveau de la piscine, forcément, il y a tout ce qui commence au niveau donc, des vestiaires. Donc, pour savoir se déshabiller, se mettre en maillot de bain, aller à la douche. Mais là, c'est exhaustif, hein, j'en ai plein dans le classeur en dessous. Mais on pourrait mettre aussi aller à ranger les affaires, aller aux toilettes, obligatoirement. Et après, il y a tout le côté dans la piscine, savoir mettre des lunettes, qui est vraiment pas facile du tout, les palmes. Après, savoir si on veut nager sur le dos ou sur le ventre. Et après, le nombre de longueurs à effectuer. Donc voilà, ça, c'est les choses que je propose tout au long de l'année. Alors attendez, je vais me remettre dans l'autre sens. Voilà, c'est les choses que je propose donc au niveau de l'association pour le para-aviron adapté. Je suis sur toute la région, donc par exemple, pour vous qui êtes dans le Cher, ça pourrait tout à fait être envisageable. Évidemment, pas sous les mêmes schémas, enfin les mêmes dessins pour l'aviron, puisque bah, tout dépend de l'environnement. Là, c'est à Orléans. Euh, voilà. Après,
l'aviron, le para-aviron est vraiment le sport dans lequel on peut tout adapter. Et c'est vrai que on ne pense pas comme ça tout de suite à l'aviron pour pouvoir proposer une activité physique adaptée, un sport. Donc, on passe de l'activité physique adaptée jusqu'au sport pour vraiment pouvoir avoir des objectifs pour certains de performance, d'autres de simplement d'autonomie et ou de maintien de la forme. Euh, voilà, et puis aussi surtout de pouvoir sortir vers l'extérieur. Là, ils viennent me voir, ils sont inclus dans la structure associative. Ils participent aussi au moment pour pouvoir ranger le club. Enfin voilà, il y avait une soirée. Nous, on a fait un début de soirée. On n'a pas fait la soirée, mais on a fait un début de soirée aménagé. Et voilà, tout le monde a pu se dire qu'on était dans le même club. Voilà, c'est fini. Merci Delphine. Il y avait des questions, alors c'est pour vous trois. J'avais une question sur combien d'enfants en cours collectif. Donc je pense que c'est la capacité, combien de jeunes on peut prendre en même temps sur des cours. Alors je pense que c'est pas forcément que le côté légal, mais plutôt ce qui est recommandé. Donc je vous laisse répondre. Alors, Après, ouais, vas-y. Allez-y, allez-y. en individuel, c'est quand même bien de commencer pour rencontrer chacun, je trouve, c'est plus facile. Après, si on a des accompagnants, bah, du coup, c'est plus facile parce qu'on va avoir un petit temps en individuel chacun. Et l'idéal, après, c'est de commencer par un petit groupe. Après, si on peut augmenter en fonction du nombre de professionnels et de ce que vous ressentez, quoi. Mais je trouve que même une séance en individuel, c'est génial pour rencontrer la personne avant de faire un groupe et de voir comment vous vous sentez. Et si après ils s'entendent dans le groupe, ça se passe bien, c'est facile. S'il y en a un qui fait que ça se passe mal, faut pas hésiter à remédier à la situation, même si vous aviez dit quelque chose, quoi. Je pense pas qu'il y ait de nombre en fait moyen. En fait ça va dépendre de la situation aussi. Comme dit Clémentine, la première chose c'est de créer le lien en fait avec l'enfant du coup avec la personne que vous accompagnez. Et après c'est des groupes. Nous on est déjà allé sur des groupes jusqu'à 7-8. Après ça dépend vraiment du profil en fait des personnes et de ce que vous mettez en termes de contenu en fait et de l'organisation des séances. Le tout c'est de savoir s'adapter, même si un groupe plus important c'est de savoir s'adapter et de séquencer et ouais. Après, je sais pas, Nathalie, est-ce que vous en pensez par expérience aussi Delphine, oh, pardon, Delphine, Nathalie, pardon. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Bah oui, effectivement, moi, je dirais que j'accompagne assez longtemps en individuel, justement pour que le pairing se fasse, donc la relation avec l'enfant, surtout quand ils sont petits. Euh, voilà. Après, euh, dès que je peux, je vais passer à un duo, et puis après, selon euh, les, euh, les objectifs, les besoins, les possibilités, je vais les insérer donc dans un groupe un peu plus grand. Si effectivement j'ai la chance de pouvoir être accompagnée, ça sera plus simple. Alors c'est pas tout le temps, voire pas tout le temps. Donc là, c'est vrai que, alors quand c'est des personnes que avec TSA, effectivement, ils sont tous accompagnés. Donc ils sont dans les structures. On est en tout neuf, neuf à pratiquer. Voilà. Après, quand je suis seule, ça s'est fait au fur et à mesure. Là, maintenant, par exemple, pour mon groupe de performance, ils sont 8 à 9 et je suis toute seule. Mais voilà, maintenant, les acquisitions, les objectifs de chacun sont posés. Et après, voilà, on a réussi à construire tous ensemble pour pouvoir se dire, on peut se dire les choses et qu'on n'est pas obligé de réagir tout de suite dans l'excès euh, pour gérer euh, les difficultés. Et du coup, il y avait une autre question. Alors, j'ai pas vraiment de contexte, mais je crois que la personne n'est plus avec nous. Mais c'est comment faire avec des jeux collectifs et des règles. Je pense que c'est comment adapter pour justement faire intégrer les règles bah, d'une situation.
Ah, vous n'avez pas votre micro, Florie. Je vous laisse finir, c'est pour ça. Non, le fait d'utiliser, de décomposer déjà les règles, parce qu'en fait, dans une seule règle, il y a souvent plusieurs consignes. Donc déjà, c'est d'apprendre en fait chaque partie de la règle avec des petits exercices pour faire comprendre chaque consigne. De ne pas hésiter à utiliser des supports visuels. Delphine vous en a montré. Mais en fait, c'est ça, c'est pareil, dès qu'on veut leur apprendre quelque chose, en fait, les supports visuels sont vraiment très utiles. Et ce qu'on voulait vous dire aussi avec Clémentine, c'est que les outils que vous utilisez avec les personnes avec TSA, finalement, ils sont utiles avec tous les enfants, tous les adultes, toutes les personnes que vous accompagnez, en fait, surtout avec les enfants. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à développer des outils parce qu'en fait, ils vous serviront toujours avec tous ceux que vous accompagnez. Donc, ça, c'est vraiment important. Je ne sais pas sur les règles si vous avez. Oui, non, c'est ça, les règles simples, une par une, qu'on comprenne ce qui marche et ce qui ne marche pas, d'essayer de décomposer, d'accompagner et de surtout, moi, je sais que par exemple, si je veux qu'on est plusieurs et on joue avec une balle de tennis, tout simplement, je vais prendre 2, 3 balles de tennis avec moi pour que si la réception elle soit loupée, je donne tout de suite à la personne qui devait recevoir la balle et qui doit la relancer. Ça prenne sens. Essayer voilà, qu'il y ait une rapidité d'action pour que tout le monde joue dans un temps assez court pour pas qu'il y ait trop d'attente. Ce qu'il faut, c'est vraiment répéter. Et ce qu'il faut aussi se dire, ce qui est très important, c'est-à-dire que le sens que vous mettez sur les règles ou les actions ne vont pas être le même sens pour eux. Donc, il ne faut pas forcément attendre qu'ils les comprennent de la même manière que nous, parce qu'ils peuvent les intégrer, mais un peu d'une autre manière. Tant qu'ils respectent finalement les règles et le cadre que vous avez posé, c'est ça qui est important. Mais ils n'auront pas forcément la même perception que la vôtre. Donc, n'essayez pas de projeter ce que vous attendez forcément de leur part, parce qu'ils ne pourront pas forcément le faire. Ça, c'est important aussi. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, je crois qu'on vous demande un exemple. Un exemple de quoi par rapport à quoi? De compréhension par rapport aux règles ou c'est par rapport à quoi? Est-ce que, Muriel, vous pouvez préciser votre question, s'il vous plaît? Oui, c'est ça, c'est sur la compréhension. Ok. Donner un exemple de quelque chose qu'ils ne comprendraient pas comme nous, sur un exercice, une consigne que vous donneriez en séance. Sur les passes, par exemple, comment faire les passes ou sur un autre sport, j'en sais rien. Sur associer par exemple ce qui est super dur, je trouve, c'est associer un déplacement, une réception, un renvoi. Enfin, bien réceptionner un ballon, des fois il arrive à droite ou à gauche. C'est super difficile à comprendre. Alors, ce que moi j'aime bien faire, c'est que je leur mets des cerceaux ou des choses de couleur au sol et je leur dis je vais envoyer à tel endroit. Et, voilà, et du coup, je cible, voilà, dans le cerceau bleu, je vais t'envoyer le ballon. Donc, ils doivent se déplacer les cerceaux bleus. Dès que je vois qu'ils ont commencé au moins le déplacement, je leur envoie comme ça. Je sais qu'ils arriveront au bon moment et ils savent où je vais l'envoyer. Alors que dans la vie réelle, on l'envoie déjà où on peut, des fois quand on réceptionne mal. Et du coup, c'est super compliqué pour eux de s'adapter. Est-ce que j'ai répondu ou pas? Je sais pas, il y a différentes choses. C'est vraiment sur la compréhension. En fait, c'est pour ça qu'on vous disait en fait, de limiter vraiment les consignes verbales, parce qu'en fait, le langage verbal, les mots ne sont pas forcément interprétés, le sens qui est mis sur les mots n'est pas forcément le même que pour nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser un langage qui est très simple, ou vraiment utiliser des consignes visuelles qui comprennent bien les consignes et les attentes que vous avez. Et soyez pas trop exigeants, justement, pour qu'ils soient en réussite. Plus ils seront en réussite, plus ils auront envie de recommencer. Ça, c'est vraiment très, très important là-dessus. Je ne sais pas si ça répond un peu. J'arrive pas à vous donner un exemple très précis là sur le sport. J'en ai sur d'autres choses, mais pas forcément sur le sport. Mais c'est vraiment d'être attentif aux consignes que vous donnez et à la compréhension qu'ils en ont eux. C'est-à-dire de ne pas hésiter à leur demander pour ceux qui peuvent, en tout cas redire mais qu'est-ce que je viens de dire, qu'est-ce que vous avez compris de ce que je viens de dire, et de les laisser reformuler parce que parfois vous allez être surpris sur la manière dont eux ils ont compris la consigne que vous avez donnée. Et du coup de réduire votre attente peut-être effectivement par rapport à ce que vous aviez au départ prévu. Pour un même objectif, en fait, avoir plein de variantes différentes Oui. de votre objectif, en fait. Plus vous avez de variantes pour le même objectif de réussite, plus vous aurez de chances d'avoir un maximum de personnes qui réussissent et qui comprennent, peut-être. Par exemple, moi, je peux vous dire, pour la compréhension par rapport au jeu collectif, déjà, ce qui est important aussi, c'est de pouvoir comprendre qu'il y a deux équipes, souvent dans un jeu collectif. Donc,
c'est vrai que d'identifier avec deux couleurs bien différentes sur deux terrains bien différents et que les espaces ne sont pas les mêmes. Donc, proposer des petits jeux qui sont les mêmes, mais sur deux endroits bien différents pour que chacun puisse identifier que je suis avec cette équipe-là, de cette couleur-là, et que je ne suis pas avec l'autre équipe. Donc, après, pour le moment, ça peut créer justement toute une notion de partenariat. Donc, on est avec nos partenaires de la même couleur et on n'est pas partenaire avec les autres qui sont de l'autre équipe pour le moment. Voilà. Et donc, après, c'est de pouvoir, si vous voulez, intégrer un déplacement. Donc, il y a une équipe qui va dans un sens et l'autre équipe qui va aller dans un autre sens. Donc voilà, justement, ça permet de vraiment comprendre que il y a deux équipes qui peuvent évoluer sur le même terrain, mais qui ne sont pas dans le même sens. Après, vous pouvez aussi dès que vous allez intégrer un ballon, un seul ballon ou deux ballons, ces deux mêmes équipes peuvent se déplacer dans des sens opposés. Donc, imaginons, je prends le rugby, une équipe derrière une ligne, une autre équipe derrière, de l'autre côté dans l'autre ligne. Ils ont tous un ballon, par exemple. Tout le monde a un ballon et ils vont se déplacer d'un en-but à l'autre en-but. Ils se sont tous déplacés dans leur équipe avec un ballon. Ils ont déjà réussi à garder le ballon dans les mains, c'est déjà super. Euh, et puis bah, après, on enlève un ballon. Pourquoi j'ai pas de ballon, moi? Bah, peut-être là, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à initier les passes, toujours dans le même sens. Je vais dans un sens, je vais dans l'autre avec mon équipe, ainsi de suite. Et puis après, on enlève les ballons et après, on reste un seul ballon par équipe et il faut que le ballon passe du premier joueur jusqu'au dernier joueur pour arriver à l'en-but. Voilà, c'est des petites décompositions comme ça qu'on peut faire pour les consignes. Et du coup, on a, je pense, une dernière question, c'est à partir de quel âge, mais Delphine, tu avais un peu répondu, ce que tu prends des enfants très jeunes, mais Mm. je sais pas si vous avez plus d'éléments de réponse à cette question. Tout dépendra de votre fédération, tout dépendra de l'établissement, tout dépendra de la sensibilité aussi de l'accompagnant, enfin de l'éducateur ou de l'enseignant. Ça dépend de beaucoup de choses. Si l'enfant a envie aussi et qu'il est partant, en fait, c'est ça, c'est l'adhésion qui est importante. C'est vraiment l'adhésion et la relation. Et ce qu'il faut Mm. accepter, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en Delphine, c'est-à-dire que les premières séances, il n'y a pas forcément le sport en tant que tel. Et la mobilisation physique, c'est vraiment de créer le lien et que l'enfant soit en fait en confiance avec vous, quoi. Parce que c'est la base. Et qu'il a envie de revenir déjà. Mm. J'ai une remarque. Avec des enfants, il est difficile de faire des jeux collectifs avec des gagnants et des perdants au sein d'un groupe de 10 à 15 enfants sans trouble. J'ai un enfant avec un TSA. Je ne peux plus faire de jeux entre gagnants et perdants. Est-ce que vous avez des idées? C'est vrai que l'opposition, elle est super compliquée. S'opposer à quelqu'un d'autre, prendre même quelqu'un qui est en face de lui avec une balle, même si on imagine qu'il a une crosse sur du floorball ou du hockey, ils ont du mal à aller chercher la balle de l'autre, à s'opposer à l'autre. Donc, ce que disait Delphine, c'est de travailler en équipe. Donc, chacun son équipe, de travailler ce qu'il faut faire. Et après, d'être tous ensemble et d'essayer déjà d'aller vers son but, même si on se trompe, qu'on fait la passe à son adversaire, même si, voilà, essayer déjà de... Et c'est vrai que ouais, l'opposition, ils avaient du mal à s'opposer entre eux, à prendre le ballon à quelqu'un d'autre, à prendre. Des idées, ça peut être donner des objectifs un petit peu différents aux équipes ou de faire en sorte que tout le monde gagne quelque chose quelque part. Même si s'il y en a qui marquent des buts, effectivement, ils peuvent avoir gagné le match, entre guillemets. Le but, c'est de faire valoriser en fait l'action de tous les joueurs et peut-être de faire en sorte que chacun gagne quelque chose. Donc, et de ressortir quand même avec une valorisation. Donc, il y en a qui gagnent peut-être un peu plus ou qui gagnent autre chose, mais tout le monde va gagner quelque chose. C'est de trouver vraiment quelque chose Mm. voilà, qui va valoriser, qui va encourager. C'est pas j'ai perdu. En fait, c'est ça, cette notion de j'ai perdu, le fait de dire non, le fait de frustrer. En fait, il faut éviter au maximum toutes ces situations-là. Et toujours essayer de valoriser au contraire et d'être dans une réussite. Par exemple, s'il y a qu'un jeune qui a des difficultés, obligé à ce que tout le monde ait le ballon avant d'aller marquer.
Ça peut être parce qu'ils vont essayer de le mettre en réussite pour réussir leur action. Et ce qui est sympa aussi, par exemple, comme je reprenais tout à l'heure le jeu, enfin le sport par rapport au rugby, il y a le flag rugby, donc avec des drapeaux, des petits drapeaux accrochés à une ceinture. Et en fait, il faut aller, ça, ça amène de l'opposition, mais pas une réelle opposition, étant donné que c'est à travers des drapeaux. Donc, il faut aller choper, attraper le drapeau de, de la personne qui n'est pas de la même couleur que moi. Donc, on a le droit d'en prendre qu'un seul à la fois. Et c'est vrai que ça peut être intéressant de, de le faire, puisque dans tous les cas, en fait, c'est pour l'équipe qu'on va ramener le maximum de drapeaux. Eh ben, merci pour toutes ces réponses. Et si, s'il n'y a pas d'autres questions, eh ben, je vous propose de clôturer ce webinaire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a résumé les choses en disant les maîtres mots sont adaptabilité, constante et bienveillance. Mais en fait, c'est ça. C'est vraiment votre posture à vous qui va aider. C'est-à-dire que même si l'enfant que vous accompagnez peut être en difficulté, n'y arrive pas, si vous, vous êtes encourageant, vous êtes rassurant, vous êtes moteur, en fait, ça va énormément l'aider et vous verrez qu'il y aura plein de petites évolutions. Parfois, c'est des petits détails, mais il faut vraiment que vous soyez attentif vraiment aux petits détails et que vous soyez moteur. Et plus vous êtes dans le ludique, c'est ça aussi, je repense à l'idée de l'opposition, etc., là, du gagnant-perdant. Si vous faites ça de manière assez ludique, qu'il n'y a pas d'engagement autre que ça, en fait, l'enfant avec TSA, il va plutôt adhérer à ça. Il faut que vous voyez en fait le fonctionnement et ce qui l'intéresse sur ses centres d'intérêt, ce qui le motive. Qu'est-ce qui le motive? Est-ce qu'il est sensible aux encouragements et vraiment faciliter les choses avec ça? Donc, toujours être positif pour que lui soit positif aussi. Puis l'exemple du flag rugby, voilà, où on ne touche pas forcément l'autre, on peut tirer. Ou moi, je le fais même avec juste des tissus mis dans la poche. Déjà, réussir à aller attraper le tissu, accepter qu'il s'approche, c'est vraiment génial. Enfin, son utilité, j'aime beaucoup. Il y aurait tellement de choses à dire. On ne peut pas tout vous dire. On a essayé de condenser, mais il y a plein d'autres choses. Alors, voilà, n'hésitez pas, nous on reste disponible. En tout cas. Merci beaucoup. Merci.